Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet absolument brûlant. L'équipe du Sénégal, les Lions de la Teranga, à l'aube de la Coupe d'Afrique. Bonjour. Oui, et les sources qu'on a sur la table sont assez incroyables. Elles dessinent le portrait d'un favori, mais un favori qui serait un peu au bord de la crise de nerfs. C'est ça. L'ambiance est électrique, les attentes sont immenses. Notre mission, c'est de décrypter cette nouvelle ère sous la direction de Pape Thiaw. Immense, c'est vraiment le mot. On n'est plus face à un simple outsider. Le Sénégal aujourd'hui, c'est un mastodonte du continent. Ah oui, clairement. On a des analyses tactiques très poussées, des stats de joueurs qui feraient pâlir des clubs du top européen, et puis des controverses médiatiques, et même la valeur financière de l'équipe, ça donne le vertige. C'est le portrait robot d'une équipe qui, en fait, n'a plus le droit de perdre. L'objectif, c'est la 2e étoile. Point. Exactement. Alors, pour bien comprendre, on va analyser la philosophie de Pape Thiaw, décortiquer son arsenal offensif, revenir sur une controverse qui a tout secoué, et puis, à la fin, évaluer leurs vraies ambitions. Très bon programme. On commence par le cerveau. Pape Thiaw. Les sources parlent de révolution, de modernisation, des mots forts. Oui, et ils sont justes. On sent une vraie rupture. Les mots qui reviennent tout le temps, c'est intensité, pressing haut, data football. Data football. Qu'est-ce que ça va dire concrètement sur le terrain ? En gros, Pape Thiaw, il a sifflé la fin d'une certaine forme de gestion. Sa philosophie, elle est proactive. On ne subit plus, on agresse l'adversaire. D'accord. L'idée, c'est de récupérer le ballon le plus haut possible, pour être tout de suite dangereux. Le système de base, c'est un 4-3-3, mais attention, il est super flexible. C'est-à-dire ? En plein match, ça peut passer en 4-2-3-1 pour densifier le milieu. Ou même, et c'est ça la nouveauté, en 3-4-2-1. Donc ce n'est plus juste une tactique, c'est vraiment une identité de jeu. Chaque récupération de balle est pensée comme une occasion de but. C'est exactement ça. On l'a vu à l'œuvre, le match contre le Burundi, c'est le cas d'école. Plusieurs articles le citent. Ah oui, Les sources parlent d'un bloc haut qui étouffe l'adversaire. Et ce n'est pas de la théorie, hein. Le premier but d'Habib Diarra vient directement de là. d'une récupération haute. Voilà, ballon gratté haut, combinaison rapide et but. C'est l'application directe de sa volonté d'avoir une équipe dominante. Et dans cet arsenal, il y a ce fameux 3-4-2-1 qui semble fasciner les analystes. C'est présenté comme une arme presque secrète. Mais avec des joueurs de couloir qui montent autant, est-ce qu'il n'y a pas un risque énorme en contre-attaque ? C'est une excellente question. Et c'est là qu'on voit l'intelligence de Thiaw. Ce système, il l'a beaucoup étudié, notamment via son expérience à la FIFA. D'accord. Le risque est calculé. Oui, les pistons, comme Crépin Diatta ou Ismail Jacobs, ils montent. Beaucoup. Mais derrière, t'as une ligne de 3 défenseurs centraux. Ce qui offre plus de sécurité ? Beaucoup plus qu'une défense à 2. Ça te permet de contrôler toute la largeur du terrain sans te mettre en danger dans l'axe. C'est un risque assumé mais maîtrisé. Précisément. Et il y a un autre avantage peut-être, le plus important. C'est la gestion de l'effort les stars. Intéressant. C'est très moderne. Dans ce système, un joueur comme Sadio Mané, par exemple, il n'est plus obligé de faire des courses de 60 mètres pour venir défendre. Il reste plus haut sur le terrain. Il est positionné dans ce qu'on appelle les demi-espaces, entre les lignes. Du coup, il garde son énergie pour ce qu'il fait de mieux, créer, dribbler, marquer. C'est une gestion intelligente des talents, quoi. Et des talents, il y en a. On passe à l'arsenal offensif. Le secteur est évalué à lui seul à 206 millions d'euros. C'est vertigineux. C'est un chiffre fou. Commençons par l'icône Sadio Mané. 33 ans, les sources parlent d'une métamorphose. C'est plus le même joueur qu'à Liverpool, c'est ça ? C'est fascinant avec Mané. Il est en train de résoudre le problème que tous les grands ailiers rencontrent. La perte de vitesse ? Exactement. Comment rester décisif quand tu perds ce dixième de seconde ? Thiaw ne l'utilise pas, malgré son âge, mais grâce à son expérience. C'est un changement de rôle en fait. Complet. Ce n'est plus l'allié pur qui déborde, c'est devenu un meneur de jeu excentré. Il décroche, il lit le jeu, il distribue. Ses stats à El Nasser cette saison le montrent. Vas-y. En 9 matchs, 4 passes décisives, 20 occasions créées. Le défi, c'est plus de masquer son déclin athlétique, c'est de capitaliser sur son génie créatif. Et à côté de ce génie, on a des profils très différents. Iliman Ndiaye, par exemple, on le voit comme un créateur, un dribbleur, mais une stat m'a sauté aux yeux dans les sources. Laquelle ? Le nombre de tacles qu'il fait. C'est complètement fou pour un attaquant, non ? C'est l'incarnation parfaite de ce que Thiaw demande.
Iliman Ndiaye, c'est le premier défenseur de l'équipe. Le premier défenseur? La stat est folle. 2,14 tacles par 90 minutes avec Everton. Pour situer, ça le place dans le 94e percentile des attaquants en Europe. Donc 94% des attaquants du continent défendent moins que lui. Moins que lui. C'est lui qui déclenche le contre-pressing. Et en plus de ça, sa polyvalence, sa capacité à jouer à droite, mais à rentrer dans l'axe, ça crée des espaces énormes. C'est un connecteur. Un connecteur, j'aime bien le mot. Et derrière ces cadres, il y a la jeunesse qui pousse. Les sources s'attardent beaucoup sur le prodige du 17 ans du PSG, Ibrahim Baye. C'est un message. En le prenant, Pape Thiaw dit « On prépare l'avenir maintenant tout en restant ultra compétitif ». Et il n'est pas juste là pour faire le nombre. Pas du tout. Les données du PSG montrent qu'il est dans le 99e percentile pour les passes progressives reçues. C'est un joueur qui a une science du déplacement, anormale pour son âge. Et il a déjà battu un record, je crois. Oui, il est déjà le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection sénégalaise. L'avenir est en marche. Mais toute cette belle mécanique, toute cette planification a été secouée par une affaire. Un vrai psychodrame. On va parler du séisme Assane Diao. Ah, oui. Le 19 décembre, son forfait est annoncé. Mais ce n'était pas qu'une blessure, c'était l'aboutissement d'une controverse énorme. Un bras de fer médiatique, c'est comme ça que les sources le décrivent. D'un côté, son club, Com, en Italie. De l'autre, la fédération sénégalaise. Et au milieu, le joueur. Exactement. Et l'étincelle, ça a été les déclarations de l'entraîneur de Com, une légende, Cesc Fabregas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a publiquement accusé Pape Thiaw de chantage. Le mot est lâché. Et il est très très lourd. L'accusation, c'était que Thiaw aurait menacé Diao de ne pas le prendre pour la Coupe du Monde 2026 s'il ne venait pas à la CAN, même en étant blessé. Le conflit classique club contre sélection. C'est ça. Sauf que l'affaire devient fascinante. Les sources, notamment des forums de supporters qui ont tout décortiqué, révèlent autre chose. C'est-à-dire? C'est que Fabregas lui-même a admis avoir aligné Diao dans le match où il se blesse, tout en sachant qu'il y avait un risque. Attends, quoi? Oui, et sa justification est glaçante de pragmatisme. Il a dit « parce que c'est nous qui payons son salaire ». C'est terrible. Ça expose toute l'hypocrisie du système. Au-delà de la polémique, comment un groupe vit un truc pareil juste avant une grande compétition? C'est un test énorme pour la cohésion. Ça peut souder ou ça peut créer des fractures. Mais les conséquences tactiques, elles, sont immédiates. C'est-à-dire? Le forfait de Diao, c'est une option de vitesse et de profondeur en moins sur le banc. C'est le joueur parfait pour faire sauter un verrou en fin de match. Donc, ça met plus de pression sur les jeunes. Énormément. Sur Ibrahim Baye, sur Cheikh Sabali, ils auront moins le droit à l'erreur. Et ça oblige Thiaw à penser une animation offensive plus basée sur les combinaisons que sur les longs ballons. Ce qui nous amène à la compétition. Avec ce contexte, cette révolution tactique, mais aussi cette préparation agitée, ils arrivent avec une cible dans le dos. Une cible énorme. Et la pression, elle vient d'abord des chiffres. La valeur de l'effectif a atteint un record continental et 448 millions d'euros. 448 millions d'euros. Près de 293 milliards de francs CFA. C'est la plus grosse valorisation du continent. Devant le Maroc, devant le Nigeria. C'est plus que le PIB de certains petits pays. Ça représente une pression colossale sur les joueurs, non? Ça veut dire, vous n'avez pas le droit de perdre. C'est exactement ça. Cet argent symbolise la qualité, mais il crée une attente qui peut être paralysante. Et les pronostics le confirment. Oui. Le superordinateur d'Opta, par exemple, il donne au Sénégal 12,3% de chances de victoire. C'est un des taux les plus hauts. Mais il place le Maroc, pays hôte, légèrement devant. Et d'autres analystes, comme Tom Saintfiet, ajoutent l'Égypte et l'Algérie, en soulignant un point crucial. lequel? Le climat et les terrains au Maroc. Ça pourrait avantager les nations nord-africaines. Et pour gérer toute cette pression, le staff a pris une décision radicale. S'isoler complètement à Tanger pour la préparation. C'était stratégique, essentiel même. Ils ont créé une bulle pour avoir une tranquillité et une concentration maximale, loin de tout. Une bulle de 28 joueurs. Voilà. Et Pape Thiaw insiste sur cet équilibre. Entre les cadres au rendez-vous, les Koulibaly, Gueye, Mané, et une jeunesse pleinement assumée. L'objectif est martelé partout, par tout le monde. Gagner la 2e étoile. Ce n'est plus un rêve, c'est une mission. Pour résumer, on a donc une équipe qui est à un carrefour de son histoire. Une transformation tactique audacieuse, un talent offensif incroyable, mais aussi une préparation marquée par un drame qui aurait pu tout faire exploser.
C'est une excellente synthèse. La clé du succès, pour moi, elle reposera sur 2 choses. La flexibilité tactique de Thiaw et sa gestion de cette pression. La manière dont ils ont surmonté l'affaire Diao est déjà un très bon signe de leur force mentale. Ce qui m'interpelle à la fin de cette analyse, c'est un paradoxe. Un paradoxe soulevé par Pape Thiaw lui-même. Lequel ? On a une équipe avec une valeur marchande astronomique. Mais cette valeur repose quasi exclusivement sur des joueurs formés et qui jouent en Europe. Tout à fait. Le Sénégal est une super puissance d'exportation de talent, une des plus grandes du monde. Mais en même temps, ces clubs locaux, son championnat, ils peinent sur la scène continentale. C'est une dichotomie frappante. Et la question que ça pose, elle est vertigineuse. Est-ce que ce modèle où l'Europe forme et valorise tes meilleurs joueurs est une force ou une fragilité à long terme? C'est toute la question. Pour l'instant, c'est une force, c'est indéniable. Mais ça crée une dépendance au système européen. Le jour où les clubs, pour des raisons de calendrier ou de politique, décident de retenir plus fermement leurs joueurs... Comme on a commencé à le voir pendant la crise du Covid. Exactement. Que se passera-t-il? C'est peut-être ça le prochain grand défi du football sénégalais, au-delà même de cette CAN. Une question à méditer. Voilà la question qui tue. Comment est-ce qu'on peut diriger une équipe de champions quand une légende du foot, rien que ça, vous accuse de chantage? C'est une accusation qui pourrait tout faire basculer juste avant de défendre le titre. Allez, on va décortiquer ensemble cette affaire parce qu'elle est vraiment fascinante. Bon, pour bien saisir l'enjeu, il faut remettre les choses dans leur contexte. Les Lions de la Teranga, ce n'est pas juste une bonne équipe. Non, non. Ce sont les rois du continent, les champions d'Afrique en titre. Donc la pression, imaginez un peu, elle est colossale. Chaque mouvement, la moindre décision, tout est analysé à la loupe par des millions de fans. Et au milieu de tout ça, il y a lui. L'homme qui doit porter tout ce poids sur ses épaules, Pape Thiaw. Et attention, lui, il n'est pas du genre à se défiler. Ses mots sont hyper clairs, pleins d'ambition. Il ne dit pas juste « on veut gagner », non. Il veut une équipe dominatrice. La nuance est énorme. C'est une déclaration d'intention qui pose les bases. Ce comparatif résume tout. Le défi de Thiaw est juste colossal, parce qu'il ne remplace pas n'importe qui. Aliou Cissé, c'est une icône, un héros national. C'est lui qui leur a offert leur première CAN. Et Thiaw, qui était son assistant, doit maintenant passer après lui. Sortir de cette ombre immense, imposer ses propres idées et prouver qu'il a les épaules. Ce n'est pas rien, hein? Ok, mais mettons la polémique de côté une petite seconde. Avant de parler tout ça, il faut comprendre qui est le tacticien. Parce que Pape Thiaw, ce n'est pas juste un manager, c'est un cerveau, un vrai. Et pour comprendre d'où il vient, sa légitimité, il faut regarder ce qu'il fait sur le terrain. Alors, sa philosophie de jeu, elle est hyper moderne. On oublie le foot attentiste. Avec lui, c'est l'action, l'initiative. Il veut que son équipe aille chercher l'adversaire. Le truc, c'est le pressing haut. On récupère le ballon le plus près possible du but adverse, on les étouffe et bim, on se projette à toute vitesse vers l'avant. C'est clair, c'est exigeant, ça demande du coffre, mais quand ça marche, c'est absolument dévastateur. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. Prenons un cas concret. Ce match de qualif contre le Burundi. Franchement, le Sénégal était déjà qualifié, ils auraient pu y aller tranquille. Mais non. Thiaw, il s'est servi de ce match comme d'un test grandeur nature pour ses idées. Et le résultat, il a été sans appel. Regardons de plus près le premier but. C'est un cas d'école. Ça illustre parfaitement sa vision. Tout commence avec ce pressing qui force l'adversaire à la faute. Hop, on récupère la balle. Et là, tout de suite, les milieux foncent dans les brèches. La passe entre Ndiaye et Diarra, c'est fluide, c'est rapide, c'est presque télépathique. Et derrière, la finition de Diarra. Un petit piqué malin. C'est juste la conclusion logique d'un mouvement parfait. C'est la preuve en direct que son plan, il fonctionne. Donc d'un côté, on a Thiaw qui met en place sa machine de guerre sur le terrain, tout semble rouler. Sauf que, en coulisses, une vraie tempête médiatique est en train de se lever. Et elle risque de tout emporter sur son passage.
Et voilà l'autre personnage clé de l'histoire. Et ce n'est pas n'importe qui. Cesc Fabregas. Oui, le champion du monde espagnol, qui est maintenant coach en Italie à Com. Il débarque dans le débat et au premier abord, ses mots ont l'air de partir d'un bon sentiment. Il veut juste protéger son jeune joueur, Hassan Diao. Il demande un peu de bon sens. Et puis, il lâche la bombe, la phrase qui fait tout exploser. Fabregas accuse publiquement Pape Thiaw de chantage, carrément. L'idée, c'est que Thiaw aurait dit en gros, soit Diao vient à la CAN, soit il peut faire une croix sur la Coupe du Monde. C'est une accusation d'une gravité extrême. Ça met le sélectionneur du Sénégal dans une situation impossible. Alors, la question qu'on se pose tous à ce moment-là, c'est est-ce que Fabregas est juste un coach inquiet qui protège son joueur ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que ses motivations sont plus troubles? Eh bien, la suite des événements va nous donner une réponse. Et elle est assez surprenante. Parce qu'au final, dans cette bataille d'ego, dans ce bras de fer entre le club et la sélection, il y a une victime. La principale, c'est le joueur. Le jeune Hassan Diao, qui se retrouve complètement coincé entre les deux, pris en étau, littéralement. Alors là, suivez bien la chronologie, parce que c'est là que ça devient fou. Le 13 décembre, Thiaw sélectionne Diao, même blessé, en pariant sur son retour. Le 14, Fabregas monte au créneau, il crée au scandale, il dit que c'est irresponsable. Et le 15, le lendemain, qu'est-ce qu'il fait, Fabregas? Il le met titulaire dans son propre club, ce même joueur qu'il voulait protéger. Et le résultat, il est terrible. Diao se blesse de nouveau et son rêve de jouer la CAN s'envole. L'ironie est juste cruelle. Donc, pour résumer, le joueur est forfait pour la CAN. Et pourquoi? À cause d'une blessure survenue en jouant pour son club, sur une décision de l'entraîneur qui, 24 heures avant, accusait la sélection de manquer de bon sens. Difficile de ne pas y voir, comme beaucoup l'ont fait remarquer, une hypocrisie assez flagrante. Mais en fait, cette histoire, elle déplace le cas de Diao. C'est un symptôme. Le symptôme d'un conflit qui revient tout le temps dans le foot. Club contre sélection. Et c'est particulièrement vrai avec la CAN, qui se joue en plein milieu de la saison européenne. D'un côté, on a les clubs, souvent européens, qui payent les joueurs des fortunes et qui ne veulent pas les voir partir. De l'autre, l'appel du pays, la fierté nationale. Et au milieu, le joueur, qui est complètement déchiré. Bon, assez parlé de cette polémique, parce qu'elle ne doit pas faire oublier l'essentiel. Pendant que tout ce bruit allie en coulisses, sur le terrain, l'avenir du foot sénégalais, lui, s'annonce juste brillant. Il y a une nouvelle vague de talent qui est en train d'arriver et c'est vraiment prometteur. Un chiffre, juste un, 17. Retenez bien ce chiffre. 17 ans, c'est tout. C'est l'âge du nouveau phénomène des Lions. Il s'appelle Ibrahim Baye, un gamin du Paris Saint-Germain. Et il symbolise à lui tout seul la richesse incroyable du football sénégalais. En devenant le plus jeune buteur de toute l'histoire de la sélection, il envoie un message fort. Le message que même si une star est absente, il y en a d'autres qui attendent juste leur tour. La relève est là. L'avenir semble bien assuré. J'adore cette phrase. Elle vient d'un commentaire de supporters. Sénégal, un pays de 18 millions de sélectionneurs. Ça résume tout, non? C'est parfait. Ça montre à quel point la passion pour cette équipe est dingue. Tout le monde a son avis, sa compo d'équipe, sa tactique. C'est une force, bien sûr, cette ferveur. Mais c'est aussi une pression de tous les instants pour les joueurs et le coach. C'est tout un peuple qui vit au rythme de son équipe. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'un côté, une philosophie de jeu hyper ambitieuse. De l'autre, une polémique qui a failli tout faire dérailler. Et au milieu, une jeunesse dorée qui pousse très fort. Pape Thiaw, il est face à un test immense. La grande question, c'est est-ce que cette épreuve du feu va souder l'équipe, forger un mental de champion,
Ou est-ce que toutes ces pressions, internes comme externes, vont finir par faire tomber le roi de sa couronne ? La seule vérité, comme toujours dans le foot, viendra du terrain.